Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des enfants secourus ou assistés, c'est-à-dire des enfants trouvés, abandonnés ou placés. On les appelait enfants de la charité sous l'Ancien Régime, quand c'étaient les hospices des ordres religieux qui les secouraient, puis enfants de la patrie à la Révolution, et enfin à partir de 1849, ces enfants sont devenus des pupilles de l'assistance publique. Et après 1943, on les a appelés aussi pupilles de l'État, un terme qui, selon moi, prête à confusion car il se rapproche un peu de pupille de la nation, un statut qui n'a rien à voir. Un pupille de la nation, c'est un enfant dont un des parents a été tué ou gravement blessé lors d'un conflit, rien à voir donc avec un enfant abandonné ou trouvé. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai une prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous aider à retracer l'histoire de ces enfants placés qui sont vos ancêtres. Et mon premier message est un message d'espoir. Grâce au suivi par l'administration de ces enfants, vous allez en apprendre plus sur eux et sur leur enfance en particulier que sur tous les autres membres de votre arbre généalogique. Il y a donc un aspect positif, finalement, à trouver un enfant assisté lors de ces recherches. C'est le suivi détaillé de ces 20 premières années grâce aux différents dossiers le concernant. Vous découvrirez par exemple des détails sur ses placements, bien sûr, mais aussi plus généralement sur sa vie, son quotidien, sa scolarité et même son suivi médical éventuellement. Comme vous n'en aurez jamais autant pour vos ancêtres ordinaires. Bon, en revanche, pour ce qui est de la filiation, quand on trouve dans son arbre généalogique un véritable enfant trouvé, il faut se résoudre à considérer la branche comme officiellement rompue. Par définition, un enfant trouvé n'a pas de parents connus. L'histoire s'arrêtera donc là. Vous aurez plus de temps pour vous consacrer aux autres branches de votre arbre ou pour employer d'autres méthodes que les archives pour imaginer sa filiation. Alors j'entends certains me dire « Oui, mais parfois il y a des petits mots laissés dans les langes des enfants trouvés. » Alors oui, bien sûr, cela arrive, notamment pour donner un prénom de l'enfant, j'y reviendrai, ou pour indiquer s'il a été baptisé. Mais si ce petit mot mentionne un ou des parents, c'est parce que ce n'est pas un enfant trouvé, ça devient un enfant abandonné. Les enfants abandonnés, eux, ont donc au moins un parent connu, souvent la mère, mais parfois les deux, le père et la mère, car il ne faut pas confondre enfants abandonnés et enfants naturels. Les enfants abandonnés ne sont pas tous nés hors mariage. Il y a des enfants qui sont confiés à l'administration alors que leurs deux parents sont vivants et même mariés. Par exemple, j'ai aidé un de mes amis, né en 1943, abandonné à la naissance, à retrouver ses parents. Nous avons découvert que ceux-ci avaient eu des enfants avant lui et en ont même eu après lui, qui sont restés au foyer. Lui est simplement né dans une mauvaise période, les années d'occupation où les moyens des parents ne permettaient pas de nourrir une bouche de plus et il a été abandonné. Car les raisons de l'abandon peuvent être multiples, mais le plus souvent, c'est la misère qui contraint à confier son enfant aux institutions. D'autant plus quand l'enfant est né d'une mère célibataire, souvent de conditions modestes, dont les maigres revenus ne permettent pas de l'élever. Statistiquement, d'ailleurs, le profil type de la personne qui abandonne, c'est une femme, jeune, célibataire et qui vit dans une grande misère. Elle vient le plus souvent elle-même confier son enfant à l'administration pour que celle-ci le prenne en charge, et la maman garde parfois l'espoir de reprendre l'enfant quand ses conditions de vie seront meilleures. Mais c'est peine perdue, car la loi prévoit que la rupture sera définitive. Le formulaire d'abandon est clair. Une fois signé, le lien entre l'enfant et sa famille est totalement rompu. Alors il existait néanmoins des secours temporaires, comme le statut d'enfant en dépôt, qui laissait un peu de temps aux parents pour réfléchir. Mais ces situations provisoires étaient forcément courtes et très contrôlées par l'administration, car celle-ci a cru un moment, notamment au milieu du XIXe siècle, de devenir une agence générale de placement. En effet, la misère était si grande à l'époque que les parents étaient incités à confier leurs enfants à l'assistance pendant les premières années de vie où ils coûtaient cher à nourrir et ne rapportaient rien par leur travail. En revanche, certaines familles n'avaient aucun scrupule
pour tenter de récupérer les enfants dès l'âge de 7 ans, âge auquel elle pouvait mettre ses enfants au travail. Alors, pour éviter ça, à Paris, les enfants ne pouvaient être mis en dépôt sur un temps long que lorsque leurs parents étaient hospitalisés ou détenus en prison, pas plus. Parfois, les enfants étaient aussi amenés à l'assistance par une nourrice à qui la mère les avait confiés, mais comme celle-ci n'était plus payée pour son travail et n'avait plus de nouvelles de la maman, eh bien la nourrice finissait par abandonner l'enfant. Parfois aussi, les enfants étaient confiés à l'administration par un juge après une tutelle ou une décision de déchéance de puissance parentale. De toute façon, la raison du placement d'un enfant est toujours indiquée dans son dossier individuel, et même souvent dans le simple registre d'admission. C'est pour cela que je vais vous expliquer comment retrouver ces documents et bien d'autres. Juste avant, je voudrais parler un peu du nom de ces enfants secourus, car quand on parle de rupture définitive pour les enfants abandonnés, il y a quand même un lien qui perdure entre eux et leur géniteur, c'est le patronyme. Sans même le savoir, pour certains, la plupart des enfants abandonnés portent le nom de leur père ou celui de leur mère, si elle était célibataire. Il ne semblait pas utile à l'administration à l'époque de les rendre anonymes. De toute façon, il n'y avait pas d'internet, pas de télévision, pas de réseaux sociaux, même pas d'annuaire téléphonique. Alors, on pouvait porter le nom de sa famille et être placé à 30 ou 50 km de chez elle. Il y avait peu de chances que qui que ce soit fasse le rapprochement. Ce n'est évidemment pas le cas des enfants trouvés, qui par définition n'ont pas de parents connus, donc pas de nom. Comme je le disais au début de cette vidéo, parfois un petit billet précisait si l'enfant avait été baptisé ou non et le prénom qu'on lui avait donné, mais c'était rare. Sous l'Ancien Régime, on respectait cette volonté inscrite sur le billet et on conservait le prénom qui devenait même parfois le nom unique de l'enfant faisant fonction de prénom et de patronyme. Mais au XIXe siècle, l'administration attribuait systématiquement un nouveau prénom et un nouveau nom à l'enfant trouvé. Le choix en était laissé au bon vouloir de la personne qui enregistrait l'entrée de l'enfant dans l'institution ou de l'officier d'état civil qui enregistrait la naissance. Une circulaire de 1812 préconisait d'ailleurs de choisir des noms portés par des personnages de l'Antiquité, comme François Télémaque, qui porte le nom du fils mythologique d'Ulysse. Les circonstances ou le lieu où l'enfant avait été trouvé étaient une autre alternative pour construire son patronyme, comme pour la petite Blanche Hautefeuille, abandonnée à 13 mois par sa maman qui ne voulait pas la voir mourir de faim. Blanche fut découverte rue Hautefeuille par un allumeur de réverbère et le nom de la rue lui resta comme patronyme. Certains fonctionnaires à l'époque faisaient preuve d'une bien plus grande créativité et parfois de mauvais goût. C'est d'ailleurs pour limiter l'imagination débordante de quelques-uns qu'une loi de 1904 a recommandé aux maires de donner aux enfants trouvés 3 prénoms, le premier devenant un nom de famille. Alors, maintenant, parlons des sources à consulter pour en savoir plus sur nos enfants assistés. Elles sont en fait très nombreuses, mais il faut savoir que plus on va remonter le temps, plus les documents vont être lacunaires et laconiques. Avant la Révolution, les enfants trouvés et abandonnés sont pris en charge par les hospices des ordres religieux ou encore par le pouvoir seigneurial. Ce qu'on appelle le pouvoir public, celui du royaume, n'intervenait pas à l'époque. Pour cette aide qui était appelée charité, il faut consulter aux archives départementales la série H dédiée au clergé séculier et ses sous-séries consacrées aux hôpitaux. À partir de 1800 et jusqu'en 1940, c'est dans la série X qu'on retrouve aux archives départementales tout ce qui est lié à l'assistance et à la prévoyance. Je vous donne un truc pour vous en souvenir, série X comme né sous X ou X comme l'inconnu dans l'équation. Les fonds pour trouver les enfants abandonnés sont généralement dans la sous-série 3X, celle consacrée à l'assistance sociale. Jusqu'en 1849, date de la création de l'assistance publique, les documents sont relativement maigres. On peut espérer y trouver des demandes d'admission d'enfants en vue de leur abandon rédigées par les mamans, les parents, les maires des communes ou toute autre personne proche de l'enfant ou de la famille,
Également, on peut espérer trouver quelques rapports de tournée des inspecteurs et des médecins lorsqu'ils allaient contrôler les nourrices et les enfants qui étaient placés chez ces nourrices à la campagne, etc. Mais pas grand-chose d'autre en général. À partir de 1849, les enfants abandonnés et trouvés sont donc confiés à l'assistance publique dont les fonds se structurent et s'étoffent au fil du temps. Ils sont également classés dans la même sous-série 3X. C'est dans ces archives que les raisons du placement sont systématiquement précisées. Vous pourrez trouver également des détails sur la personne qui abandonne l'enfant dans ces dossiers, mais je vous mets en garde, quand il s'agit de la maman, les déclarations erronées ou approximatives sont nombreuses. On peut d'ailleurs le comprendre. Cette volonté de discrétion de ces pauvres femmes qui étaient mises au banc de la société dans une situation embarrassante et douloureuse. Elles pouvaient donner un prénom qui n'était pas vraiment le leur, et quand on leur demandait où elles étaient nées, elles pouvaient citer la grande ville la plus proche, sans donner la véritable commune où elles avaient vu le jour. Il y a néanmoins des dossiers très complets qui permettent de poursuivre sans problème la généalogie de l'enfant, avec même parfois les noms des grands-parents maternels, et on trouve également des indications parfois sur le père, celui qui avait fui ses responsabilités. D'autres détails peuvent être glanés au fil des dossiers, notamment dans les correspondances qui sont souvent conservées dans ces dossiers. Elles peuvent concerner des rapports entre la famille d'accueil et l'administration, ou provenir de la famille de l'enfant qui demande de ses nouvelles, ce qui permet d'ailleurs de confirmer les liens généalogiques. Et on peut découvrir également dans les dossiers des lettres du pupille lui-même. Alors, comme tout à l'heure je le disais, auriez-vous espéré cela pour vos ancêtres ordinaires? Non, certainement pas. Donc là, c'est une chance. Bien sûr, les documents d'archives qu'on peut trouver varient en fonction des départements. À titre d'exemple, en Indre-et-Loire, pour la période comprise entre la Révolution et 1940, les dossiers individuels des enfants abandonnés ou trouvés ont été volontairement détruits dans les années 1950, à une époque où la réglementation à ce sujet n'était pas stabilisée. À Paris, en revanche, à la fois ville et département de la Seine, les choses sont légèrement différentes. Les enfants assistés font l'objet d'une collection très bien conservée qui commence en 1742 avec même un classement spécial pour tous les objets qui accompagnaient les enfants trouvés. On peut consulter les registres d'admission, les registres des enfants en dépôt, les dossiers individuels et une partie des dossiers d'agence, c'est-à-dire ceux qui étaient gérés au plus près du placement de l'enfant. Ces dossiers d'agence sont aujourd'hui répartis entre les archives de Paris, celles des Hauts-de-Seine et celles du Val-de-Marne. Avant de conclure, je vous encourage aussi, quel que soit le lieu, à consulter pour les enfants confiés à l'assistance la série U, qui conserve les archives judiciaires, au cas où le placement d'un enfant était la conséquence d'une décision de justice, d'une tutelle, et même les fonds des communes en série E, s'ils sont déposés aux archives départementales, où on peut retrouver des copies de demandes des maires pour aider au placement d'enfants de familles qui vivaient dans la misère. Et puis bien sûr, vous retrouverez ces enfants dans les recensements dès leur généralisation en 1836, puisqu'ils sont inclus dans la cellule familiale où ils vivent. Concernant les conditions d'accès, les pièces sont communicables à l'issue d'un délai de 50 ans pour les informations généralistes, 75 ans pour les documents judiciaires, portés à 100 ans lorsqu'ils se rapportent à une personne mineure, 120 ans à compter de la date de naissance ou 25 ans après le décès pour toutes les informations médicales. Alors en résumé, que faut-il retenir? 1. Que tout n'est pas perdu quand on retrouve un enfant abandonné ou trouvé lors de ses recherches. 2. Pour un enfant trouvé, même si la filiation semble compromise, il y a des informations à glaner sur son enfance dans les dossiers. 3. L'attribution des noms aux enfants trouvés est aléatoire, mais les enfants abandonnés portent souvent le nom de leur mère ou de leur père, s'il est connu. 4. Les archives départementales conservent généralement les documents dans la sous-série 3X. 5. Les registres d'admission et les dossiers individuels apportent de nombreuses informations sur l'abandon, mais aussi toute l'enfance du pupille. 6. Les informations sur la mère ou les parents qu'on trouve dans ces dossiers sont toujours à vérifier, car le désarroi a pu générer quelques petits mensonges.
Et enfin 7, il faut être imaginatif et oser aller consulter d'autres séries en fonction des circonstances pour compléter le portrait de notre ancêtre trouvé ou abandonné. Alors, allez-y, foncez, bonne recherche, bonne découverte et à bientôt.